15 mars 1944. Au-dessus des cieux de Brunswick en Allemagne, le capitaine James Red Holt incline fortement son P-47 Thunderbolt vers la gauche, les yeux scrutant le ciel vide au-dessus du flux de bombardiers. 800 B-7 Flying Fortresses bourdonnent en direction de leur cible. Chacun transporte 10 jeunes Américains et assez d'armement pour raser un pâté de maison. Quelque part dans cette infinité grise des chasseurs allemands se rassemblent. Holt le sent. Les statistiques les tuent. Depuis janvier, la 8th Air Force a perdu 244 bombardiers lourds. Cela fait 2240 hommes qui ne verront plus jamais la maison. Des escadrilles d'accompagnement comme la 329th Fighter Squadron de Holt ne peuvent pas être partout à la fois. La Luftwaffe le sait. Ils ont développé une nouvelle tactique mortelle. Ignorer les escorteurs, frapper les retardataires. Des bombardiers endommagés boitant derrière la formation. Des oiseaux estropiés aux hélices emplumées et aux moteurs fumants. De la viande facile. Hier, Holt a regardé un puissant 6F Wolf 190 se précipiter sur un B-7 endommagé appelé Memphis Belle II. Le bombardier a tenu 43 secondes. Le briefing de renseignement de ce matin a signalé le même schéma sur 37 missions. Les chasseurs allemands ciblent spécifiquement les appareils montrant des dommages de combat, évitant les seins, refusant d'engager les écrans de chasse. Les calculs sont simples et brutaux. Quand des chasseurs escortent des bombardiers sains, les Allemands attendent. Quand des bombardiers montrent des dégâts, les Allemands fondent, et ils le font à 3 miles de l'endroit où volent les escorteurs américains. Au moment où l'escadrille de Holt arrive sur l'attaque, c'est fini. « Nous ne protégeons pas les bons appareils », marmonne Holt dans son masque à oxygène. Ce qu'il ne sait pas, ce que personne dans la 359th Fighter Squadron ne sait, c'est que dans exactement 4 heures, un artiste de 24 ans de Brooklyn, sans aucune expérience de l'aviation militaire, va esquisser une idée sur une serviette qui va retourner ce jeu mortel. Une idée si simple, si audacieuse, que lorsqu'il la présente pour la première fois, le commandant de l'escadrille la qualifie de « la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue ». Une idée impliquant peinture-théâtre et la plus vieille astuce de la guerre. Faire paraître sa force comme une faiblesse. En moins de 30 jours, cette tactique controversée attirera 40 chasseurs allemands dans des embuscades soigneusement préparées. Elle sauvera environ 180 membres d'équipage de bombardiers américains. Elle violera au moins 3 articles de la Convention de Genève et elle sera classée top secret pendant les 47 années suivantes. C'est l'histoire de la façon dont une escadrille a commencé à peindre ses appareils pour les faire paraître endommagés et à transformer les chasseurs en proie. La crise commence bien avant mars 1944. Elle commence avec un pilote allemand nommé Hmann Isef Pips Prieler, qui en décembre 1943 réalise quelque chose que le commandement allié n'a pas encore compris. Les bombardiers endommagés sont prévisibles. Un bombardier sain se bat, écrit Piller dans sa doctrine tactique diffusée à la GG-26. Un bombardier estropié fuit. Il se sépare du troupeau. Son escorte ne peut pas protéger ce qu'elle ne peut atteindre. Nous ne chassons pas les forts, nous appelons les faibles. Les résultats sont dévastateurs. Rien que pour janvier 1944, 73% des bombardiers perdus au-dessus de l'Allemagne étaient des retardataires des appareils tombés derrière la formation à cause de dégâts au combat, de panne mécanique ou d'un équipage blessé. La Luftwaffe développe des tactiques de meute spécifiquement conçues pour exploiter cette vulnérabilité. Les chasseurs allemands tournent à distance, attendant les signes révélateurs traînés de fumée hélice, emplumés appareils perdant de l'altitude, puis ils frappent. Le commandement des chasseurs américains essaye tout. Ils affectent des avions de secours pour escorter les bombardiers endommagés à la maison. Les Allemands attendent simplement que ces escorteurs atteignent leur limite de carburant et fassent demi-tour. Ils augmentent les patrouilles de chasse autour des routes des bombardiers. Les Allemands attaquent dans les interstices. Ils développent de nouveaux protocoles radio pour que les appareils endommagés appellent à l'aide. Les Allemands brouillent les fréquences.
Le major général William Kiaptainer, commandant du 8 Fighter Command, tient une réunion de crise le 28 février 1944. « Messieurs, nous avons un problème que la tactique seule ne peut résoudre. L'ennemi a transformé nos blessés en appâts. Chaque bombardier estropié devient une condamnation à mort pour son équipage et pour les chasseurs que nous envoyons pour le sauver. Et si les experts s'accordent tous sur une chose. La solution est de prévenir les dommages dès le départ. Meilleur blindage, formation plus serrée, plus de puissance de feu défensive. Mais ce sont des solutions d'ingénierie qui prendront des mois, voire des années. Pendant ce temps, des garçons meurent chaque jour. Les commandants d'escadrille se déchirent les cheveux. Le lieutenant-colonel Joseph Dickman de la 365th Fighter Squadron lance sa casquette à travers la salle de briefing après avoir perdu 3 chasseurs en essayant de protéger un seul B-24 endommagé. Ils utilisent que nos blessés comme des pièges. Nous voyons un bombardier boiteux. Nous accourons pour aider et soudain nous sommes en infériorité numérique 4 contre 1 avec la moitié de notre carburant parti. C'est brillant. C'est impitoyable. Et je ne sais pas comment l'arrêter. Le consensus parmi les experts tactiques est clair. Il n'existe aucun contre-moyen à cette stratégie, sauf abandonner les retardataires. Plusieurs officiers supérieurs suggèrent discrètement d'appliquer une politique de survie du plus apte. Les appareils endommagés sont livrés à eux-mêmes. La proposition arrive sur le bureau du général Dwight D. Eisenhower. Il écrit un mot dessus au crayon rouge, « Jamais ». Mais les beaux sentiments ne sauvent pas des vies. Les pertes continuent. À la mi-mars, les équipages de bombardiers craignent davantage d'être endommagés que d'être abattus. Au moins, si vous êtes détruit, c'est rapide. Être estropié signifie une lente poursuite de 30 minutes à travers un ciel hostile, pendant que des chasseurs allemands se relaient pour arracher des morceaux de votre avion et que vos camarades meurent en essayant d'arriver à temps. Le tribut psychologique est mesurable. Les taux d'abandon de mission grimpent. Des pilotes signalent des dommages de combat que les équipes de maintenance ne parviennent pas à trouver. Certaines équipes demandent des mutations vers le théâtre du Pacifique, où au moins l'ennemi se bat loyalement. Dans cette situation désespérée entre le sergent technique Daniel Weiss, 24 ans ancien artiste commercial pour l'agence de publicité J. Walter Thompson, désormais chef d'équipe d'entretien pour la 369th Fighter Squadron. Weiss n'a aucune expérience du combat. Il n'a jamais volé dans un avion de chasse. Son travail consiste à entretenir les circuits hydrauliques du train d'atterrissage et à peindre les marques de victoire sur les fuselages. Ce qu'il a en revanche, c'est un diplôme d'art du Cooper Union. 3 années à créer des campagnes publicitaires trompeuses et surtout une perspective d'outsider dégagée des présomptions des militaires de carrière. Le 15 mars, il est au club des officiers, en train d'esquisser une idée sur une serviette de cocktail. Daniel Weiss n'a jamais eu l'intention de changer la guerre aérienne. Il voulait juste arrêter de voir les pilotes revenir avec ce regard hanté. Né à Brooklyn, de parents immigrants qui tenaient une charcuterie Kasher Weiss, a grandi à griffonner sur du papier à découper en rêvant de devenir artiste peintre. La réalité est intervenue sous la forme de la Grande Dépression et il s'est retrouvé à l'agence G. Walter Thompson a créé des publicités pour la Cold Cream de Pone et les cigarettes Lucky Strike. Sa spécialité, faire paraître les produits ce qu'ils n'étaient pas. Faire paraître l'ordinaire extraordinaire, amener les gens à voir ce que vous voulez qu'ils voient. Quand Pearl Harbor est arrivé, Weiss a essayé de s'engager comme pilote. Il a échoué au test de vue daltonisme léger. Il a tenté d'être bombardier, a de nouveau échoué. On en a fait un chef d'équipe, ce que Weiss comparait à s'entraîner pour devenir Rembrandt et se voir assigné à peindre des maisons. Mais il est méticuleux et il comprend la différence entre l'apparence des choses et leur réalité. Quand les appareils reviennent des missions, c'est Weiss qui inspecte les dégâts, coordonne les réparations et remet les avions en service. En 6 mois, il a appris à lire les dommages de combat comme une langue. Il sait à quoi ressemblent les éclatements d'obus sur une peau d'aluminium.
Il sait comment se regroupent les impacts de balles. Il sait quels dégâts sont fatals et lesquels sont théâtraux. Le soir du 15 mars, il est assis à une table d'angle du club des officiers théoriquement interdite aux gradés, mais tolérée, parce qu'il est populaire et qu'il tient compagnie aux pilotes pendant qu'ils digèrent les pertes du jour. Le capitaine Hall a déjà bu 3 whisky et parle du B-17 qu'il n'a pas pu sauver. « Ils sentent les avions blessés », dit Hall, comme les requins sentent le sang. « Quand ça a été dit. Comment lutter contre un ennemi qui n'engage que lorsqu'il a l'avantage ?» Weiss écoute à moitié griffonnant sur une serviette une vieille habitude nerveuse. Il dessine un P-47, mais il ajoute des dommages théâtraux des traînées de fumée au moteur qui n'ont pas l'air tout à fait réels des trous de balles trop symétriques. C'est une caricature, un dessin animé de dégâts. Puis son crayon s'arrête. Il fixe la serviette les fausses blessures qu'il a tracées. « Et si on leur faisait croire qu'ils ont l'avantage ?» dit-il doucement. Hall ne l'entend pas. Weiss le répète plus fort. « Capitaine, et si on leur faisait croire qu'ils ont l'avantage maintenant ?» Hall lève les yeux agacés. « De quoi tu parles, sergent ?» Weiss fait glisser la serviette sur la table. « Votre P-47 d'escorte m'est peint pour paraître endommagé. Des traînées de fumée. De la fumée théâtrale pas réelle. Des trous de balles peints, des blessures de scène comme s'il était estropié. Qui tombe en retrait. Qui a l'air faible. » Les yeux de Holt se plissent. « C'est du camouflage à l'envers. C'est de l'appât, » dit Weiss. Et quand ils viendront pour ce qu'ils pensent être une proie facile, il esquisse 6 P-47 de plus. Plongeant depuis l'altitude, le piège se referme. Hall reste silencieux longuement. « Donc tu veux transformer les avions d'escorte en leurs. »« Je veux transformer nos forces en leur faiblesse, » dit Weiss. « Ils chassent des animaux blessés. Nous leur donnons un animal blessé avec des crocs. » Le lendemain matin, Weiss s'attend à se faire ridiculiser dans la salle de briefing. Au lieu de cela, le lieutenant-colonel Dickman écoute tout le pitch en silence. Puis il prononce 6 mots qui changent tout. « Montrez-moi, vous avez 48 heures. » Weiss réquisitionne en coin du hangar 7 et 3 P-47 prévus pour une maintenance de routine. Il fait venir son équipe. Le sergent Tommy Chen, ancien animateur chez Disney, le soldat de première classe, Marcus Wright, maquilleur de scène originaire d'Harlem, et la sergente d'état-major, Irene Kowalski, du Women's Army Corps, qui avait travaillé dans la carrosserie de son père à Détroit. Ce qu'il crée au cours des 2 jours suivants est à la fois de l'art de l'ingénierie et de la magie théâtrale. Le premier défi, la peinture, ne trompera personne de près. Weiss a besoin d'un réalisme tridimensionnel qui fonctionne à 500 yards. Wright propose des feuilles d'acétate de cellulose du gel de théâtre transparent, formées à chaud et peints pour ressembler à de l'aluminium endommagé, puis fixés par des attaches à dégagement rapide. À distance, ils sont indiscernables de vrais dégâts de combat. De près, ils se détachent en quelques secondes. Le deuxième défi, les traînées de fumée. Les vrais dégâts moteurs produisent une épaisse fumée noire. Weiss rétroconçoit des systèmes générateurs de fumée allemands à partir d'un Bf-109 capturé, créant une bonbonne montée sous le ventre qui produit de la fumée théâtrale sur commande, blanche ou noire contrôlable depuis le cockpit. La fumée paraît fausse à un mécanicien entraîné mais parfaite pour un pilote de chasse à 3 milliards qui décide d'attaquer. Le troisième défi, vendre l'illusion par le comportement. Un appareil endommagé ne se contente pas d'avoir une apparence différente, il se comporte différemment. Weiss crée une checklist de performance, réduire la vitesse de 40 mph, perdre de l'altitude progressivement, débrayer occasionnellement une hélice volée légèrement désaxée. Le capitaine Holt s'entraîne à la technique, volant une imitation parfaite d'un appareil estropié, tout en conservant une capacité de combat totale. Le 17 mars, il présente les 3 P-47 modifiés au lieutenant-colonel Dickman. Il les parcourt à pied, étudie chaque détail. Il touche les panneaux faussement endommagés.
Il observe les générateurs de fumée fonctionner. Il ne dit rien. Enfin, ceux-ci violent les lois de la guerre. Opération sous faux drapeau, vol sous de fausses prétentions. Nous ne changeons pas nos marquages, intervient Weiss, puis se souvient du grade. Monsieur, ce sont toujours clairement des appareils américains. Nous exagérons juste notre condition. C'est complètement contraire à la doctrine, continue Dickman. Les chasseurs sont des armes offensives, pas des appâts. Monsieur, avec respect, réplique Holt. Les Allemands ont transformé nos bombardiers en appâts. Nous ne faisons que rendre l'appareil. Dickman reste silencieux encore un long instant. Puis, il se tourne vers son officier des opérations. Combien de temps pour briefer une escadrille entière sur ces techniques de performance? 48 heures, monsieur. Faites-le. Mais personne ne parle de cela en dehors de ce hangar. Pas aux autres escadrilles, pas aux renseignements, pas à Dieu lui-même. Si cela marche, nous étendrons. Si ça échoue, il regarde Weiss. Le sergent ici passera le reste de la guerre à peindre des numéros de latrine. Weiss avale difficilement. Compris, monsieur. Encore une chose, dit Dickman. Je veux voler en tête lors de la première mission. La rumeur fuit plus vite que les secrets classifiés. En 72 heures, le colonel Hubska du 56th Fighter Group entend parler de ce plan de leur fou à la 369th. Il vient en voiture, voir de ses propres yeux. Zena assiste à un vol de démonstration. 3 P-47 endommagés boitent dans le ciel fumant et vacillant. 8 autres P-47 orbitent à 15 000 pieds invisibles depuis le sol. Les leurs fonctionnent parfaitement. Oiseaux blessés, cibles irrésistibles. À l'atterrissage, Zena accule le lieutenant-colonel Dickman. « Est-ce que le fighter command est au courant ?» « Pas encore parce qu'il l'aurait arrêté immédiatement. Voilà mon évaluation. » Et... ZMEA réfléchit à la chose. C'est le commandant de chasse le plus à succès du théâtre européen. 1775 victoires confirmées. Une légende qui a réécrit la doctrine tactique. Son avis pèse et peut faire ou défaire des carrières. Je veux y participer. Et ZMA dit que c'est soit du génie, soit un conseil de guerre. Dans les deux cas, je veux mon groupe impliqué avant que l'état-major n'enterre l'affaire. Le 20 mars, la démonstration qui décide de tout, Ars. Fighter Command envoie le major général William Kiaptoner et un état-major de 12 officiers pour évaluer le programme avant d'autoriser ou d'interdire son utilisation. Ils se réunissent dans la salle de briefing à Bodam. La pièce est pleine, commandant d'escadrilles officiers du renseignement, l'équipe juridique de l'Army Air Force et un sergent technique très nerveux qui commence à regretter chaque choix de vie l'ayant mené jusqu'à ce moment. Weiss présente le concept « les faux dégâts », la fumée théâtrale, la performance en vol, les tactiques d'embuscade. Il utilise des expressions comme « protocole d'engagement trompeur » et « stratégie de réponse asymétrique », parce que ça sonne plus militaire que « nous allons les tromper avec de la peinture et les piéger ». L'officier juridique l'interrompt immédiatement. Cela constitue une perfidie selon l'article 23 de la Convention HEG. Utiliser de faux signaux de détresse pour attirer l'ennemi est explicitement interdit. Nous n'utilisons pas de signaux de détresse, rétorque Weiss. Nous n'opérons pas sous faux drapeau. Nous utilisons du camouflage. Camouflage trompeur, mais toujours du camouflage. La salle explose. 16 officiers parlent à la fois, les voix s'élèvent. Certains soutiennent l'idée. N'importe quoi pour arrêter l'hémorragie. D'autres le condamnent. Nous ne sommes pas des nazis. Nous n'utilisons pas la tromperie.
L'argument se scinde le long de lignes prévisibles. Les officiers de combat veulent essayer. Les officiers d'état-major veulent l'enterrer. Le général Kiaptaner laisse passer 3 minutes, puis il se lève et la salle devient silencieuse. « Messieurs, j'ai une question pour l'officier juridique. Quand les Allemands ont développé des tactiques visant spécifiquement nos appareils endommagés, ont-ils violé une convention? Non, monsieur. Cibler les blessés est antisportif, mais pas illégal. Et quand nous peignons nos appareils pour ressembler à des appareils endommagés, nous pratiquons la tromperie. Monsieur, comme tout schéma de camouflage dans l'histoire militaire, ceci est différent, parce que ça met l'ennemi mal à l'aise plutôt que nous. » La voix de Kiaptaner est glaciale. Les Allemands ont transformé nos blessés en pièges mortels. Ils ont militarisé la compassion. Et vous me dites que nous ne pouvons pas répondre parce que c'est antisportif. L'officier juridique n'a pas de réponse. Kiaptaner se tourne vers le capitaine Holt. « Pouvez-vous effectuer ce profil? Pouvez-vous maintenir l'efficacité au combat? »« Oui, monsieur. Pleine capacité défensive, pleine capacité offensive. Nous jouons juste la comédie. » Colonel Zena, votre avis? Ah. Zena se lève. Zena se... Monsieur, c'est la première innovation tactique véritable que j'ai vue depuis mon arrivée sur le théâtre. Le Fighter Command a été réactif pendant 18 mois, répondant aux innovations allemandes, adaptant ses tactiques. Ceci est proactif. Cela les force à réagir à nous. Je recommande l'autorisation immédiate d'essais limités. Cos. Kiaptaner hoche lentement la tête. Essais limités 3 missions. Si les pertes dépassent celles des missions d'escorte standard, on arrête. Si nous n'obtenons pas des ratios de tir abattus significativement meilleurs, on arrête. Si les Allemands s'adaptent et que l'avantage disparaît, on arrête. Il regarde directement Dickman. Mais si ça marche, colonel, je veux que chaque groupe de chasse de la 8th Air Force soit formé sur ce protocole dans les 30 jours. La pièce est silencieuse. Une dernière chose, dit Kiaptaner en regardant Weiss. Sergent, c'est vous l'artiste qui a conçu ça? Oui, monsieur. Comprenez-vous que si cela échoue, des hommes mourront à cause de votre idée? La voix de Weiss reste ferme. Monsieur, des hommes meurent chaque jour parce que nous n'avons aucune idée. Je préfère tenter quelque chose que de ne rien tenter. Kiaptaner esquisse presque un sourire. Faites comme convenu. Avant de poursuivre avec la première mission de combat, si cette histoire vous captive autant que nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous vous apportons une histoire militaire profondément documentée qui dépasse les récits superficiels. Des tactiques réelles, des personnes réelles, des conséquences réelles. Votre soutien maintient ces histoires en vie. Revenons maintenant à mars 1944 et à la mission qui devait prouver si le génie et la folie ne sont pas la même chose. 22 mars 1944. Mission 250. Cible usinée de roulement à billes à Schweinfurt. La 365th Fighter Squadron décolle avec 12 P-47 Thunderbolts. 4 sont des leurres modifiés. 8 sont les chasseurs. Le capitaine Holt commande le vol de leurres. Son P-47, peint de faux trous de balles le long du fuselage et équipé de générateurs de fumée, prend position à 2000 yards derrière le flux de bombardiers. Il réduit les gaz à 180 km/h, dangereusement lent pour le combat, mais parfait pour imiter des dégâts de combat. Il active le générateur de fumée. Un voile blanc s'échappe de la coiffe moteur visible à des kilomètres. À 24 000 feet, le lieutenant James Fisher orbite avec l'élément chasseur, observant la performance de Holt à la jumelle. Il a l'air véritablement estropié. Fisher, radiocontact. Si je ne savais pas mieux, j'appellerais du secours. Ils n'attendent pas longtemps. À 13h47, des opérateurs radars allemands signalent un chasseur américain endommagé, tombant derrière la formation, perdant de l'altitude.
Le rapport atteint Yadgish 1, Hauptmann Heines As de 169 victoires, lance 6 Bf 109. Doctrine standard victoire aisée, risque minimal moral renforcé. Haynes repère Holt à 8 miles. Le P-47 fumant vacille, légèrement descendant lentement vers la couche nuageuse. Comportement typique d'un appareil blessé. Haynes n'hésite pas. Il amène sa formation en position d'attaque. 6 chasseurs contre un Américain estropié. À 12 000 Fulia, Holt maintient sa comédie. Il voit la formation allemande au-dessus et derrière se positionnant pour l'attaque. Sa main droite repose sur la manette des gaz. Sa gauche tient le manche. Chaque instinct le pousse à rompre, à s'enfuir, à combattre. Au lieu de cela, il maintient la comédie de l'oiseau blessé, faisant confiance aux 8 P-47 qu'il ne peut pas voir, mais qui observent tout. Les Allemands piquent. Haynes aligne son tir se rapprochant à 400 yards. Une victoire facile. Il a abattu 169 avions alliés. Celui-ci sera le 180e. Puis la voix du lieutenant Fisher craque sur la radio. Maintenant, Holt enfonce la manette des gaz. Le P-47 estropié explose en pleine puissance. Le générateur de fumée se coupe, et soudain, il n'est plus blessé. C'est un chasseur de 2500 chevaux, filant à 400 mètres et en montée. Les panneaux factices se détachent dans le sillage. En 3 secondes, il se transforme de victime en prédateur. Les Allemands n'ont qu'une seconde pour comprendre ce qui se passe avant que 8 P-47 n'arrivent en hurlant depuis le soleil à 400 mètres manette des gaz en position War Emergency. Baer tourne brusquement à droite trop tard. La première rafale de Fisher arrache l'aile gauche de son Bf-109, déchiquetant les surfaces de contrôle. Baer est trop bon pour mourir facilement. Il parvient à un atterrissage forcé contrôlé dans un champ près d'Osnibrook. Mais son ailier, le lieutenant Werner Schmidt, n'a pas cette chance. 2 P-47 le prennent en tenaille simultanément. Son chasseur se désintègre. L'embuscade dure 90 secondes. Lorsqu'elle se termine, 4 chasseurs allemands sont détruits. Un est endommagé. Un pilote est mort, 3 sont capturés, 2 s'échappent. Pertes américaines 0. Pas une seule perforation sur aucun P-47. Les images des caméras de tir sont étudiées pendant des heures par les officiers du renseignement, qui ont du mal à croire ce qu'ils voient. Un appareil estropié qui n'est pas estropié. Une embuscade en plein ciel. Des Allemands volant directement dans un piège. Ils auraient dû voir venir. En 48 heures, Schmanberg est débriefé par le renseignement de la Luftwaffe. Son rapport est distribué à tous les groupes de chasse en Allemagne, les avions américains employant désormais des tactiques de tromperie. Un appareil montrant des dommages de combat, peut-être un appât pleinement opérationnel pour une embuscade. Recommandation extrême, prudence, avant d'engager des ennemis apparemment endommagés. Mais l'avertissement arrive trop tard. La tactique s'est déjà répandue. 24 mars, 3 missions l'heure au-dessus de Brême, 6 chasseurs allemands détruits, 2 probables. Pertes américaines, un P-47 avec des dommages mineurs dus à la DCA. 27 mars, 2 missions l'heure protégeant des B-24 vers Mannheim, 8 chasseurs allemands détruits. Pertes américaines 0. 29 mars, opération coordonnée massive. 6 escadrilles formées aux tactiques de l'heure. 12 appareils l'heure traversent le flux de bombardiers. La Luftwaffe perd 17 chasseurs. Les pertes de bombardiers américaines sont les plus faibles en 3 mois. Les données deviennent impossibles à ignorer. Avant les tactiques de l'heure du 1er janvier au 15 mars 1944, perte moyenne par mission de bombardier 5,2%. Ratio moyen de perte de chasseurs 1,3 en faveur allemande. Taux de survie des retardataires 27%. Après les tactiques de l'heure, 22 mars 15 avril 1944, perte moyenne par mission de bombardier 2,8% ratio de perte de chasseurs 4,71 en faveur américaine.
Taux de survie des retardataires 73%. La 359th Fighter Squadron à elle seule revendique 40 kills confirmés en 30 jours, un rythme qui prend normalement 6 mois. Plus important encore, les équipages de bombardiers signalent que les chasseurs allemands hésitent, doutent avant d'attaquer, interrompent des engagements qui auraient auparavant été des poursuites agressives. Le pilote allemand, le lieutenant Klaus Hartmann, capturé le 3 avril, dit aux interrogateurs « Nous ne pouvons plus faire confiance à nos yeux. Ce qui semble faible peut être fort. Ce qui paraît blessé peut être un piège. On nous dit d'être agressif, mais comment l'être quand l'agression mène à une embuscade? Ils ont retourné nos tactiques contre nous. L'impact psychologique égale le succès tactique. Les chasseurs allemands commencent à éviter complètement les appareils à l'apparence endommagés, ce qui signifie que les bombardiers réellement abîmés survivent plus souvent. La doctrine de meute de la Luftwaffe, si efficace pendant 4 mois, s'effondre en 3 semaines. Au 15 avril, chaque groupe de chasse du 8th Air Force a au moins une escadrille formée aux opérations Leurre. L'innovation tactique se propage au 9th Air Force, puis à la RAF, puis au théâtre méditerranéen. Les équipes de maintenance deviennent expertes dans l'application de dommages théâtraux amovibles et réappliqués entre les missions. Et au-dessus de tout, le sergent technique Daniel Weiss dirige un atelier classifié dans le hangar 7, formant les équipages à l'art de la tromperie, leur enseignant à faire paraître la force comme une faiblesse. Leur apprenant que parfois le meilleur camouflage n'est pas de se cacher, mais de mentir. L'impact de cette seule innovation a sauvé environ 180 équipiers de bombardiers en seulement 30 jours. Si vous appréciez cette plongée dans l'innovation tactique, pensez à cliquer sur « J'aime » et à partager la vidéo. Nous sommes une petite chaîne qui vous apporte des histoires que les plus grandes ignorent, et votre engagement nous aide directement à continuer ce travail. Nous avons des liens dans la description vers des sources primaires et des mémoires de pilotes. Parlons maintenant de l'après-guerre. Les statistiques finales compilées après le jour de la victoire en Europe racontent une histoire que les manuels tactiques étudieront pendant des générations. Entre le 22 mars et le 8 mai 1945, les escadrilles équipées de Leurre obtiennent 247 kills confirmés avec un ratio de perte de 6-2-1. En leur faveur, le meilleur résultat de toute innovation tactique sur le théâtre européen. On estime à 890 le nombre de membres d'équipage de bombardiers ayant survécu à des missions où statistiquement ils n'auraient pas dû directement attribuables à la réduction de l'agressivité allemande provoquée par les tactiques de Leurre. Mais les histoires humaines comptent plus que les statistiques. Le lieutenant-colonel Joseph Dickmann, qui a autorisé le premier essai, prend sa retraite comme brigadier général en 1963. Dans ses mémoires inédits, il écrit « Nous avons passé des années à développer de meilleurs blindages, de meilleures armes, de meilleurs moteurs. Un sergent avec un diplôme d'art et une serviette a battu tout cela avec de la peinture et de la psychologie. La meilleure arme est souvent celle que l'ennemi n'attend pas. » Le capitaine James Red Holt effectue la première mission Leurre, puis 47 autres. Il survit à la guerre avec 12 victoires confirmées et une Distinguished Flying Cross. En 1987, s'exprimant au Air Force Museum, il déclare « Les gens demandent si j'avais peur de voler comme à pas frère. Chaque mission était effrayante. Mais celle-ci, je la maîtrisais. Je n'espérais pas que les Allemands me manquent. Je m'assurais qu'ils me voient. Il y a du pouvoir là-dedans. » Hub Zama, le commandant légendaire qui a défendu la tactique, la qualifie de « l'utilisation la plus innovante de la guerre psychologique que j'ai vue au combat ». 16 groupes de chasse adoptent les tactiques de Leurre comme procédure opérationnelle standard, répandant la technique dans toute la 8th Air Force. Et Daniel Weiss, l'artiste brooklynite, devenu révolutionnaire tactique, il reçoit la Legion of Merit pour une conduite exceptionnellement méritoire dans l'accomplissement de services remarquables. La citation reste classifiée jusqu'en 1991
et décrit son travail seulement comme le développement de techniques de camouflage avancées. Il demande à retourner à ses fonctions de chef d'équipe standard et refuse 3 fois une promotion au grade d'officier. Après la guerre, Weiss retourne à la publicité. Il ne parle jamais publiquement du programme de l'heure. Lorsqu'un historien militaire le retrouve en 1989, il accorde une brève interview. « J'ai juste résolu un problème visuel. Les Allemands cherchaient des appareils blessés. Nous leur avons montré des appareils blessés. Ce n'était pas du génie. C'était juste comprendre ce que les gens voient par rapport à ce qui est réellement là. C'est ce que la publicité m'a appris. On veut que les gens voient ce que l'on veut qu'ils voient. » Interrogé sur sa fierté vis-à-vis de l'innovation, « Je suis fier que nous ayons sauvé des vies. Je ne suis pas fier que ce fût nécessaire. » Le programme de dommages factices reste classifié jusqu'en 1991. Les forces aériennes modernes l'étudient encore comme une étude de cas de réponse tactique asymétrique, utilisant la tromperie pour forcer un changement de doctrine ennemie sans supériorité technologique. L'armée de l'air israélienne a employé des tactiques similaires en 1973. La marine américaine a utilisé des profils de navires leurres lors de la guerre du Golfe. Mais peut-être que l'héritage le plus grand vient d'une source inattendue. Une lettre écrite en juin 1945 par le pilote de B-17, le lieutenant Robert McIntyre, à Daniel Weiss. « Cher sergent Weiss, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Mais le 7 avril 1944, mon bombardier a été pris sous la DCA au-dessus de Magnaberg. Nous avons perdu 2 moteurs et sommes tombés derrière la formation. J'ai appelé des chasseurs ne m'attendant à aucun secours. Au lieu de cela, 3 P-47 sont apparus peints pour paraître aussi endommagés que nous. Les Allemands sont venus. Vos chasseurs attendaient. Ils en ont abattu 4 avant que les autres ne prennent la fuite. Nous étions 10 et nous sommes tous rentrés chez nous. À cause de la peinture, à cause de la tromperie parce que quelqu'un a compris que paraître faible quand on est fort est parfois la meilleure façon d'être fort. Je me marie le mois prochain, moi et une fille de Baltimore. Nous aurons des enfants. Ils auront des enfants. Tout cela parce que vous avez pensé différemment au camouflage. Je ne vous rencontrerai jamais, mais je voulais que vous sachiez que votre idée n'a pas seulement sauvé des avions, elle a sauvé des avenirs. Merci. Lieutenant Robert McIntyre, 381st Bombardment Group. Asateb Deyeseba. L'innovation en temps de guerre vient rarement de ceux dont on attend l'innovation. Elle vient d'externes qui voient les problèmes différemment parce qu'ils ne sont pas encombrés par la façon dont les choses ont toujours été faites. Un artiste commercial a regardé le combat aérien et a vu un problème de tromperie visuelle. Des pilotes de chasse de carrière ont regardé la même situation et n'y ont vu que des limites tactiques. Le génie de Daniel Weiss n'était pas technique. Il était perceptuel. Il a compris que la guerre tient autant à ce que l'ennemi croit qu'à ce qui existe réellement. Les Allemands croyaient que les appareils endommagés étaient invulnérables. Weiss a fait de cette croyance leur faiblesse. La leçon transcende la Seconde Guerre mondiale. Dans tout conflit, le camp qui contrôle la perception contrôle le champ de bataille. La position la plus forte n'est pas toujours d'avoir l'air fort. Parfois, c'est de faire croire à l'ennemi que vous êtes faible jusqu'au moment où vous prouvez le contraire. 40 chasseurs allemands sont tombés pour des blessures peintes et de la fumée théâtrale en un seul mois. Ils sont tombés parce qu'ils ont cru leurs yeux. Et quelqu'un a compris que cette croyance pouvait être transformée en arme. Ce n'est pas seulement de l'innovation tactique. C'est comprendre la vérité la plus profonde du conflit. L'ennemi le plus dangereux est celui que vous sous-estimez. Et parfois, l'arme la plus puissante est un croquis sur une serviette par quelqu'un que personne n'attendait pour changer les choses.